Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débat sur un film événement, probablement le film événement de cette rentrée 2019. C'est Le Joker, le film de Todd Phillips. Donc, l'histoire, vous la connaissez probablement, hein, c'est tout simplement une origin story du personnage, le Joker. Ça se passe en 1981. On va pas en dire plus, de toute façon, on va développer ce qu'on a pensé. Mais tout d'abord, succinctement, on va dire ce qu'on a pensé du film. Oui, justement. On a aimé ou pas, oui, bien sûr. Alors, t'as trouvé comment le film Le Joker? C'est un film dérangeant. Moi, je me suis pris dans la gueule parce que je m'attendais pas à ça. Todd Phillips, c'est un marrant d'habitude, et là, depuis War Dogs, il est bien hargneux. Donc je m'attendais pas à ce type de film, très austère, très déprimant. C'est vrai, ouais, très déprimant. C'est vrai que donc si vous essayez d'aller au-delà de ça, voilà. Moi, j'ai bien aimé. Moi, c'est une tranche de cinéma que j'ai adoré. Voilà. C'est vrai que si vous n'êtes pas en forme, c'est peut-être pas le film à voir. C'est vrai que c'est un film assez déprimant, très sombre. C'est assez dingue de la part de Todd Phillips d'avoir mis en scène un tel film, d'avoir mis sur pied un tel projet. Quand on pense que c'est comme le réalisateur de la trilogie de Very Bad Trip et de Starsky Hutch, on s'attendait vraiment pas à lui, quoi, pour réaliser un tel projet qui est, rappelons-le, hein, qui a reçu le Grand Prix, le Lion d'Or quand même à Venise, donc c'est pas rien. Il y a souvent eu de bons prix, hein, de bons films qui ont été primés là-bas, comme Le Voyage de Chihiro ou Créatures Célestes. Il y a quand même eu de bons prix. C'est assez varié, peut-être même un peu plus varié que dans les autres festivals. Ils ont quand même pris quelques risques, et là, ils ont pris, on peut dire, aussi un risque, puisque même si au niveau critique, le film a plutôt des avis dithyrambiques, il y a quand même, ici et là, il a quand même pas mal divisé, notamment aux États-Unis, hein, puisque le New York Times, entre autres, a carrément détesté le film. On dira probablement pourquoi après. Mais voilà, le film divise clairement. Et ce qui est, de toute façon, je trouve une bonne chose. S'il divise, c'est qu'il ne laisse pas indifférent. Il ne laisse pas indifférent, il se passe quelque chose. Voilà, donc c'est ça qui est très important. Et moi, j'ai vraiment aimé le film. J'ai trouvé excellent. Faut que je le dise, faut que je le dire la vérité. J'ai été un poil déçu parce que il y avait une telle hype sur ce film que moi, j'allais dans l'optique de voir un chef-d'œuvre. Et bon, c'est pas en tout cas ce que j'ai eu. J'ai pas eu l'impact que je souhaitais. C'est un excellent film. Il sera probablement dans mon bilan parmi les 10 films de l'année. Mais voilà, je m'attendais, pour moi, à un chef-d'œuvre. J'ai pas eu cet impact. J'ai pas eu ce. Vu que c'est Joker, j'espérais un minimum de grain de folie dans ce film. Et c'est pas le propos. Voilà, c'est. On peut en débattre, voilà, déjà un peu déjà maintenant. Est-ce que pour toi c'est un comic book ou pas, ça? On peut parler dans l'aspect critique, ça. Non, précisément, c'est comics movie. L'une des choses, on est quand même dans un comics book, oui, bien sûr, puisqu'il y a suffisamment de preuves et d'éléments dans le film qui montrent que les auteurs Scott Silver et Todd Phillips ont bel et bien écrit un comic book, mais un comic book de plus. Voilà, Maintenant, c'est pas un film d'essai, et pourtant il y a du Batman dedans, du Bruce Wayne. Ça, je ne m'attendais pas. C'est une origin story Bruce Wayne autant que Joker, en fait. Bon, c'est très difficile à dire. On a très envie que ce soit une origin story Joker et Batman, et donc on a très envie de voir Batman, Bruce Wayne évoluer dans cet univers-là. Mais c'est vrai que ce n'est pas le propos du film. Quand tu dis que c'est un film qui manque de grain de folie, je crois que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est un film qui montre ce que c'est que le grain de folie. C'est ce qu'on va essayer de démontrer. Ouais. Mais voilà, parce que c'est vrai que l'impression que j'ai eue de temps en temps, c'est que le film aurait pu s'appeler Joe, ou ça aurait été plus ou moins la même chose, parce que ça raconte avant tout l'histoire de
de descente aux enfers d'un personnage qui va devenir fou, quoi, même s'il est déjà plus ou moins au départ. Bien Il va atteint dès avoir- le départ. mais voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est pour ça que, bon, c'est vrai, comme j'étais surpris, parce que quand même l'univers de Batman est quand même présent. Et c'est un peu plus présent que je le pensais, parce que euh, lorsque j'ai lu des papiers sur le film, et en tout cas avant qu'il sorte, moi j'avais même l'impression que Batman, on n'en avait pas parlé du tout. Mhm. Et non, il est quand même présent. La mythologie est Gotham quand même présent. est présente. Alors c'est aussi ça qui est très étrange. Si tu veux, on peut parler des influences du film direct, Ouais, bien c'est-à-dire sûr, ouais. par rapport aux comics, mais par exemple, pourquoi on est en 1980, on est dans les années 80 de toute façon. Pourquoi? Parce qu'en 1981, on en parlera à la fin de notre vidéo, il y a eu une grève en décembre 81 des éboueurs qui a duré 3 semaines à New York. Mhm. Pas à Gotham, qui n'existe Mhm. pas, Mhm. mais à New York. C'est très exactement la situation sociale qui est plantée dès le début. Mhm. Et tous les plans où on voit Arthur Fleck marcher dans la rue, on voit des amoncellements de détritus, de sacs poubelles qui sont dans la rue, qui sont extrêmement présents, quoi. On est bien en 1980. Voilà, l'année est plantée, sans le dire, quoi. Voilà. On est dans les années 80 aussi, parce que, bon, comme je te dis, on va le développer un petit peu plus tard, mais parce que ça fait partie de sa descente aux enfers, mais en 1984, il y a Bernie Gotts qui a tué 3 personnes dans le métro. Mhm. Alors, c'est pas vraiment le sujet, mais ça s'est développé comme ça dans les médias à l'époque et même dans la justice. C'est qu'il il n'a pas été vraiment puni pour ça, parce qu'il a été pris comme une sorte de le vigilante du métro en fait. Mhm. Et ça s'est passé en 84. C'est exactement ce que fait le Joker dans le train. Donc là, à partir de là, on va parler on va dire que c'est du Mais spoiler. d'ailleurs, là, pour toi, Jusque-là, ça allait, mais à partir de là, Ouais, maintenant, on va spoiler. Hein. ouais. Est-ce que tu penses que c'est un film qui fait années 110 ou années 80? La photographie du film, pour toi, elle fait Moi, années c'est 80 quelque ou chose qui m'a 110, la frappé. photo du C'est film? C'est superbe, hein. Oui, La photo est superbe. oui, c'est un film qui est maîtrisé de ce point de vue-là, de bout en bout. Il y a deux manières de catégoriser ça. On peut se dire, il y a les décades, hein, les films des années 70, les films des années 80, voilà, mais il y a stylistiquement parlant. Ce film-là est un film typique des années 70, pardon, typique des années 70. C'est un film qui a la hargne d'un macadam cowboy ou peut-être Marathon Man, c'est encore la fin des années 70, tout ça, mais c'est un film qui a la hargne du cinéma américain des 70s. Pour le coup, Todd Phillips, hein, qui a fait Starsky Hutch, ça se passe aussi dans les années 70. Bon. Mais dans le style, ouais, stylistiquement parlant, et dans le propos, on a un propos revendicatif, revanchard, on va dire, typique des années 70. Donc, ça n'en fait pas un film rétro. Non, C'est parce bien que un film actuel. Parce que le film est moderne, hein. Voilà, le film est moderne et bien actuel, mais stylistiquement parlant, voilà, on peut le raccrocher. Il aurait été fait dans les années 70, ça n'aurait surpris personne. Bah justement, c'est pour ça que dans les interviews, Todd Phillips, que une de ses influences, on va dire, ses plus grandes influences, ce sont les films de Martin Scorsese, et notamment, on cite beaucoup Taxi Driver, puisque tous les deux, ils partagent, voilà, ces deux personnes qui pètent les plombs, Petit à et petit. qui, petit à petit, Ouais. qui pètent les plombs, et on a quand même de l'empathie pour eux. C'est là le côté, en tout cas pour moi, subversif de ces deux films. On est complètement dans la vision subjective du protagoniste, quoi, que ce soit Travis Bickle Voilà. ou là Arthur Fleck. Tous les deux films sont hyper glauques. Les deux films sont très glauques, violents. Ils se finissent un peu de la même manière, quoi. Je veux dire, la violence est brutale à la fin, Ouais. plus brutale à la fin, on va dire. Voilà. Mais pour nous, Il y a aussi, effectivement, il y a aussi le fait que Travis Bickle, plusieurs fois chez lui, est torse nu avec son flingue. Effectivement, Arthur Fleck fait la même chose. Évidemment, il ne fait pas du De Niro. Bien sûr. Hein, Joaquin Phoenix ne fait pas du De Niro. On peut en mettre quelques petites paroles. Il est exceptionnel. Hein. Joaquin Phoenix dans ce rôle.
on va dire, bon, c'est un rôle à Oscar, on va dire, mais peu importe, il est vraiment exceptionnel. Je ne crois pas qu'il l'ait pris comme ça. Il a la peau, il a vraiment, Je crois pas qu'il il a ait pris, perdu je ne sais combien de kilos pour ce rôle. Il fait peur, quoi. Il a vraiment pris des risques, quoi. Il a effectivement été Il est accusé exceptionnel. de n'avoir pris ce film que pour participer aux Oscars. Je crois qu'ils s'en fout complètement. Joaquin Phoenix, il est au-delà de ça. Il voulait plus faire du cinéma, mais là, ça lui a. En fait, ce qu'il a dit, c'est que quand il a lu le script, il y avait beaucoup de zones d'ombre. C'est-à-dire que ce Arthur Fleck n'était pas clair. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre, et ça l'a intéressé. Ça veut dire qu'il y a des questions à se poser sur le personnage, donc il faut le faire. Il a pris ça comme une étude psychologique, l'acteur même. Il a donc perdu 22 kilos, ce qui a fait peur au réalisateur, hein, bien sûr. Mais ce qu'il dit, ça ne lui a absolument pas fait peur à Phoenix, puisqu'il dit carrément que au bout d'un moment, quand on perd autant de kilos, on a un corps différent. Et ce qu'il déclare, c'est que ça lui a permis de découvrir des capacités corporelles qu'il ne connaissait pas auparavant. Ça lui a permis de faire des mouvements dont il ne se pensait pas capable. Et c'est génial de dire ça parce que c'est effectivement exactement ce qu'on voit dans le film. Ça lui a permis de bouger, de faire cette danse qui est très dérangeante, tu vois, de prendre les pauses. On en parlera dans une autre partie de la vidéo, mais c'est l'acteur, le jeu d'acteur, voilà, et sérieusement, c'est à la Heath Ledger, hein, en fait. Soit dit en passant, Joaquin Phoenix était très ami avec Heath Ledger. Alors par contre, en structure narrative, le film vraiment qui saute aux yeux, c'est La Valse des Pantins. La Valse des Pantins, King of Comedy. Toujours de Scorsese, un film vraiment méconnu de Scorsese, on le cite rarement, pour le coup, et ceux qui le voient considèrent que c'est un très grand film. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Et oui, pour le coup, c'est années 80, La Valse des Pantins. Travis Bickle, Taxi Driver, c'est années 70, 74, il me semble. La Valse des Pantins, alors c'est d'autant plus intéressant que dans La Valse des Pantins, on va dire, les rôles sont inversés. Dans La Valse des Pantins, c'est Robert De Niro qui est un comique raté, en quelque sorte, et qui est obsédé par ce présentateur de talk show, joué par Jerry Lewis. Et il arrive quasiment la même chose, on va dire, dans les deux films, dans La Valse des Pantins et dans Joker. On peut presque dire que c'est un remake, hein, plus ou moins. Hein. Ils sont tellement proches tous les deux. Ils sont vraiment c'est un remake fusionnel de Taxi Driver, La Valse des Pantins. Oui, vraiment, et pourtant, Todd Phillips ne fait pas du Martin Scorsese. Oui. Jerry Lewis, moi, il y a un truc que Jerry Lewis qui joue dans La Valse des Pantins. Oui, Jerry Lewis qui joue dans La Valse des Pantins, le rôle qu'a Robert De Niro là dans le film. C'est fou, quoi, que Jerry Lewis qui le fasse, quoi. Voilà. Et il y a un film de Jerry Lewis réalisé par lui, c'est Cinderella, Cendrillon au grand pied. C'est l'histoire de Cendrillon, mais voilà, c'est le personnage de Jerry Lewis. Dans ce film-là, on est aussi dans la schizophrénie, c'est-à-dire que c'est le personnage de Jerry Lewis dans ce film-là a deux personnalités. Il a une personnalité qui est complètement introvertie, complètement timide, asocial, et puis tout d'un coup, par la magie, il devient le Cendrillon masculin, Cinderella. Il y a une scène d'escalier. Comme ce qui a été choisi dans le poster, on parlera de l'escalier dans ce film. Dans Cinderella, le personnage de Jerry Lewis doit, une fois qu'il est transformé en beau gosse, on va dire, pour arriver à la soirée dansante, il y a un énorme escalier qu'il doit descendre, et il le descend très lentement sur une musique jazzy de Count Basie. Jerry Lewis adorait Count Basie. Cette scène de l'escalier est puissante dans le film de Jerry Lewis parce que quand les 12 coups sonnent, il doit foncer très vite, donc il doit remonter tous les escaliers, et Jerry Lewis dit que et tout ça en un seul plan en fait, hein. Et Jerry Lewis dit qu'il a failli avoir une crise cardiaque quand il remonte 4 par 4 toutes les marches, parce qu'il était déjà plus tout jeune, hein, quand il a fait Cinderella. Moi je vois une influence, dans les influences on peut aller jusque là, la scène de l'escalier dans Cinderella avec Jerry Lewis, sachant qu'il a joué dans La Valse des Pantins, je me dis que Todd Phillips il a aussi ce film là en tête. Justement, tu parles de l'escalier, moi j'y ai pensé de faire une vidéo spéciale concernant le sujet de l'escalier,
Mais alors dites-moi dans les commentaires si vous intéresse, mais là je vais quand même vous dire rapidement voilà, ce que je souhaite dire dans la vidéo, si jamais ça vous intéresse le sujet de l'escalier, parce qu'on n'y pense pas, hein, mais l'escalier souvent un personnage ou un lieu symbolique au cinéma extrêmement important dans plusieurs films. C'est d'ailleurs le cas dans le film Joker, mais voilà, par exemple, bon, pour les gens qui l'ont vu, la scène la plus marquante du QAC de Potterkin, c'est la fameuse scène d'escalier où on voit un landau qui est lâché, qui descend les escaliers, et on voit la mère qui hurle, qui est en haut de l'escalier. C'est une scène marquante, et d'ailleurs, qui est tellement marquante que Brian De Palma rend hommage à cette scène-là, dans cette fabuleuse scène qu'on peut dire, de séquence dans Les Incorruptibles, qui est un gunfight dans les escaliers, avec cette scène où une femme également lâche un landau, qui est une scène excellente. Mais là, les vraies bonnes références, ce serait plutôt Psychose. Pour le coup, Potemkin, quand même, on abordera ça à la fin de notre vidéo. Il ne faut pas oublier que Potemkin, ça raconte une lutte des classes. Voilà. Et donc, oui, l'escalier est très présente, et notamment dans des films importants comme Psychose, par exemple, ou même Soupçon de Hitchcock, et Psychose, qui symbolise le mal, quoi. C'est-à-dire que lorsque au bout de l'escalier, c'est là où il y a dans Psychose, c'est là où il y a Norman Bates. Voilà, on voit même l'escalier, même de l'importance déjà à l'extérieur du motel, parce qu'arriver au motel, il faut déjà franchir un escalier qui est assez long, et arriver dans l'hôtel, il y a encore un autre escalier qui mène vers la chambre, normalement, de maman de Norman Bates, et qui est filmé sous différents angles, soit en plongée, en contre-plongée. Ça symbolise vraiment le mal. Avec Joker, mais tu l'as dit également avec le film de Jerry Lewis, l'escalier symbolise la folie du personnage. C'est-à-dire que lorsqu'il monte cet escalier, il essaye justement de combattre sa folie, puisque au bout de l'escalier, on imagine, en tout cas pas loin de là, c'est là où il va y avoir son psychiatre, et vers au milieu du film, ou vers la fin, je ne sais plus exactement, lorsqu'il est un clown, lorsqu'il accepte enfin sa condition, qu'il décide d'épouser sa folie, il descend les escaliers en étant un clown, et là donc sa descente représente, il accepte sa folie, il épouse vraiment cette folie-là. Et alors moi, en revoyant ça, je ne sais pas si tu as pensé en même temps que moi, lorsqu'il descend l'escalier, il danse, c'est exactement Chantons sous la pluie. Alors du coup, non, il y a une autre référence. Il danse, il donne des coups aux flaques d'eau, c'est Chantons sous la pluie. Je crois que c'est Bolger, il s'appelle, c'est un autre, la référence est plus ancienne que ça, c'est un film musical des années 40. D'accord. Mais moi, sa référence à lui, à Joaquin Phoenix, pour ce film-là, c'est un. Mais pourtant, il y a une scène où tu vois, il donne des coups aux flaques d'eau. Oui, c'est vrai, mais son déhanché, en fait, c'est un autre danseur dans un autre film, en fait. C'est Shu Song, comme ça. Du coup, je l'ai pas retenu, c'est pas grave. Mais c'est une autre référence. Mais. Mais voilà, oui. Pour ma part, du coup, sans les références qu'ils ont avouées, moi j'ai pensé vraiment à Jerry Lewis et Count Basie avec l'escalier. Là, il descend en dansant, quoi, et sur une musique jazz. Alors même si ça se veut être une œuvre très réaliste, en tout cas, il y a quand même des références aux comics, à la bande dessinée, et notamment, probablement la meilleure bande dessinée, en tout cas à nos yeux, sur le Joker, c'est le fameux Killing Joke d'Alan Moore, qui est pour nous la grosse référence. Les deux partagent une chose. D'abord, Arthur Fleck, il faut quand même préciser que c'est un nom inventé pour ce film-là. À mon avis, la blague, connaissant Todd Phillips, c'est Arthur Fleck, c'est Affleck. Voilà. Parce que Ben Affleck, c'est Batman. Je crois que c'est aussi con que ça. Mais il s'appelle Arthur Fleck. Le Joker ne s'est jamais appelé Arthur Fleck que dans ce film-là. Dans Killing Joke, donc d'Alan Moore, c'est un laborantin, c'est très très similaire, mais disons que c'est un laborantin qui n'aime pas sa vie de laborantin et qui se croit avoir un talent de comédien comique, de stand-up.
Alors qu'il n'y arrive pas, il n'a pas de talent, il fait rire personne, il est tout aussi pathétique et, et il faut qu'il arrive, il doit arriver à joindre les deux bouts malgré tout. Il se laisse embarquer dans une histoire criminelle. C'est là que on n'est plus dans le même dans le même type de film. Mais Killing Joke est avoué très clairement comme une référence à ça, puisque dans Killing Joke, donc c'est censé être une origin story du Joker avant le Joker. Il y a d'autres références. Oui, alors là on n'est pas d'accord. C'est V pour Vendetta, toujours d'Alan Moore. Moi j'y vois beaucoup de V pour Vendetta dedans. J'ai même l'impression de voir des séquences de V pour Vendetta, notamment à la fin lorsque tout le monde se bat. Alors ça c'est pour la partie politique, mais là t'es pas d'accord. Mais on peut toujours pas dire que de V pour Vendetta, t'es pas d'accord. Il se trouve que c'est le même auteur, c'est vrai, mais je suis pas d'accord. Mais on en parlera à la fin du film, à la fin de la vidéo, pardon, parce que c'est complexe. Mais bon. Sur les comics, mais moi je crois avoir noté 3 ou 4 comics, donc il y a bien sûr Dark Return, bien sûr, de Frank Miller, où là, là par contre, parce que les médias sont très présents dans le film, et on pense que c'est via ce média-là justement qui rend hommage, puisque dans le Batman Return de Frank Miller, la télévision est très présente. On voit Joker qui est invité dans un talk show. Bon, dans la BD de Frank Miller, c'est un retour après de longues années. Donc il a déjà été le Joker pendant longtemps. Donc évidemment, la situation est différente. Mais la scène est quasiment la même. C'est-à-dire qu'il arrive en tant que Joker sur la scène du talk show. Et dans la BD, il embrasse directement le Dr. Ruth. Hein, je crois que c'est Dr. Ruth. Et là, c'est Sally. Même type de personnage hein, dans le Joker. Il l'embrasse sur la bouche longuement. Alors dans la BD au point de la rendre folle. Et là il y a vraiment la même scène, quoi. Vraiment la même scène. Donc c'est pour ça que je dis on est bel et bien dans des images iconiques de la BD malgré tout. À un tel point que Tim Burton a repris également le meurtre des parents. En termes de séquence, ressemble beaucoup à celle de la bande. On voit les perles qui tombent. Ah, tu veux dire oui, Todd Phillips. Todd Phillips a repris. Tim Burton l'a fait. Parce que le meurtre des parents qu'on voit qu'on lit dans la bande dessinée de Frank Miller, on voit les perles qui tombent. Voilà, Tim Burton l'a filmé de cette façon-là dans son Batman. Et elle est reprise également dans le film de Todd Phillips. Mais dans Batman vs Superman, là, c'est montré au ralenti, c'est une scène importante. Les diamants qui tombent par terre comme ça. Ah oui, c'est au. Oui, je me souviens plus. C'est très clairement en gros plan, au ralenti, c'est très stylisé par Zack Snyder. Il a repris, on est obligé de reprendre les mêmes scènes. On est dans le même type d'origin story de Bruce Wayne, sauf que le meurtrier change à chaque fois en fait. Hein. Oui, c'est là ce qui est drôle, c'est que le meurtrier dans le film le film Joker, c'est un clown. Mais c'est pas Joker. C'est pas le Joker. Ce qui n'était pas le cas dans le film de Tim Burton, c'était censé être Jack Napier. Ça, c'est drôle d'avoir eu cette idée-là, c'est vraiment malin. C'est très malin, mais encore une fois, on parlera de la politique et de V pour Vendetta à la fin par rapport à ça. Maintenant, quant aux autres BD, ça, ce qu'on vient de dire, ce sont des scènes iconiques, mais dans la thématique du film, il y a 2 autres BD. Dans World's Finest, il y a l'idée d'un Bruce Wayne qui a un fils caché. Bruce Wayne qui a un frère caché, donc Thomas Wayne qui a eu un fils caché, et Bruce Wayne le découvre. Donc on retrouve exactement cette idée-là dans Joker. Et dans White Knight et Curse of the White Knight, il y a l'idée d'un lourd passé chez les descendants de la famille Wayne, comme quoi ce serait vraiment des richissimes salopards, on va dire, qui est une idée qui est reprise là, telle quelle, dans Joker. Donc voilà, il y a peut-être d'autres, sûrement encore d'autres influences, mais c'est vraiment les grosses influences, ils ont pris un petit peu... on sent que Scott Silver et Todd Phillips ont pris un petit peu tout ça, les a influencés, voilà, pour raconter toutes ces histoires. Ça vient pas de nulle part, quoi. Tout ça vient de quelques comics de Batman.
Donc maintenant, on va parler de la folie hein, du Joker, interprété par Joaquin Phoenix. Il insiste, hein, il veut que ce soit Joaquin. Hein. Oui, Joaquin t'aurais Phoenix. dû me foutre une baffe. Moi, j'ai dit Joaquin tout à l'heure. Il paraît qu'il fout Bah, des baffes à tous ceux, il veut foutre des baffes à tous ceux qui disent Si Joaquin. la vidéo est strikée, c'est parce que Joaquin Phoenix se plaint. Voilà. Voilà. Moi, je dirais Phoenix. Et voilà, donc il a son interprétation et on va dire ce qu'il est extraordinaire. Hein. Il porte vraiment le film sur ses épaules. On le voit quasiment à chaque plan. Quasiment à chaque plan du film qui dure 2 heures. Il est quasiment jamais absent. C'est assez dingue. Et et ce qui est très fort, c'est que son interprétation diffère des autres Jokers. Hein. Jack Nicholson, c'est plutôt un clown. Dans The Dark Knight de Nolan, là, c'est vraiment un psychopathe dès le départ. C'est un monstre, un vrai salopard. Il a une manière de parler qui voilà. le rend quasiment inhumain. On est vraiment, dans quelque chose de terrifiant. Et jamais on a d'empathie pour eux. Jamais. Oui. Et là, justement, et je pense que c'est là le plus important, c'est là où ça diffère, c'est qu'on a de l'empathie pour lui. Et dès le départ. C'est très très dérangeant. Faut pas oublier César Romero hein, dans la série Batman. Lui, il était très très sérieux, il le jouait de manière shakespearienne. Là, pour la première fois au cinéma, on a vraiment de l'empathie pour le Joker, pour ce qui lui arrive, parce que voilà, hein, le fait qu'il devienne Joker, c'est parce qu'il va traverser de multiples étapes, de multiples emmerdes dans sa vie, qui fait qu'au bout d'un moment, il craque. D'où la référence, la vraie référence à Killing Joke. Le Joker dit dans Killing Joke que tout ce qu'il faut à quelqu'un comme moi pour péter les plombs complètement, c'est une mauvaise journée. Just one bad day. Just one bad day. Une phrase qui est reprise telle quelle dans le film, dans le Joker. Et c'est exactement ça qui est montré. Il faut juste une mauvaise journée qui fait que petit à petit, il pète les plombs et on nous montre petit à petit ce qui amène à cette mauvaise journée, à ces choix qui sont faits. Donc le Joker est présenté comme un personnage, hein, dès le départ, on le voit comme ça, comme une personne plutôt asociale et handicapée. Voilà, handicapé parce qu'il a vécu un trauma lors de son enfance, et ce trauma en découle son fameux rire, ce qui nous le rend... qui est expliqué dans le film, qui n'a jamais été expliqué auparavant. C'est un gars qui rigole, point barre. Là, carrément, son rire fait partie de son handicap. C'est lorsque il vit des choses intenses, lorsqu'il contrôle plus, lorsqu'il en prend plein la gueule, lorsqu'il a mal, quoi. Eh bien, au lieu de pleurer, quoi, il rit. En gros, on peut dire ça. En fait. C'est un rire nerveux qu'il ne peut pas contrôler. Et voilà, c'est lorsque il est submergé par l'émotion, il rit. Par le stress, par l'émotion, voilà. Les contrariétés, il se met à rigoler de manière incontrôlée. Le trac aussi, hein, puisqu'on le voit lorsqu'il arrive enfin sur scène, avoir une petite scène pour dire ses blagues à la con, il a un rire incontrôlé, donc c'est aussi le trac qui le fait ça. Et c'est clairement un handicap, je veux dire, c'est dit dans le film, je veux dire, à chaque fois qu'il rigole, il a ses cartes, les petites cartes qui donnent pour dire c'est un handicap, ne prenez pas mal le fait que je rigole, je n'y suis pour rien. Ce qui préfigure l'une des tendances du Joker qui sera d'envoyer des cartes à jouer aussi hein, après. Hein. Là, les cartes, c'est juste pour dire j'ai un handicap. Je peux comprendre que les fans de Batman et des comics soient très dérangés par ça, parce que c'est une origin story à laquelle personne n'avait jamais pensé, on n'avait même jamais osé le montrer comme ça. C'est-à-dire que ce qu'il est, en réalité, est intérieur à lui. C'est-à-dire que au départ, son handicap n'a rien d'autre comme effet que de le rendre asocial. C'est juste une première étape qui ne pose pas de problème au départ. Mais il est juste asocial. Et c'est encore acceptable. On peut vivre juste d'une manière asociale. C'est petit à petit, avec le monde dans lequel il vit, c'est cet univers-là, c'est cette ville complètement pourrie dans laquelle il est, voilà, donc une cause qui est complètement extérieure à lui, qui va petit à petit glisser, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire par là aussi, c'est que il y a vraiment un lien, on peut dire directement, avec le film Psychose d'Hitchcock,
puisque il a aussi une... Là, on le voit, alors que dans le film Psychose Hitchcock, c'est déjà consumé, quoi. C'est-à-dire que le problème avec sa mère est déjà réglé. On ne le sait pas quand on voit le film. Alors que là, le problème avec sa mère, il n'est pas encore réglé. Il le règle pendant le film, en fait, Ouais, petit à petit. Et la mère est vraiment à la base de son trauma. Et la mère est la base de son trauma, c'est-à-dire c'est sa mère, il s'occupe d'elle, sans problème. Mais il croit à tout ce que lui dit sa mère, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il doit accepter que sa mère lui a toujours menti. Finalement, il faut être ouvert les yeux, elle l'a même torturé quand il était petit. Oui. Donc puisque son trauma, c'est ça aussi, je veux dire, son traumatisme vient de lésions cérébrales qu'il a chopées quand il était petit parce qu'il s'est fait torturer. Lésions cérébrales qui lui amènent. Donc sa mère est folle aussi, quoi. Sa mère est folle, quoi. Alors pour le coup, c'est sa mère qui a été internée à Arkham. Avant que lui-même ne soit interné, c'est ce qu'on nous dit aussi. Donc il a aussi déjà eu un petit internement dans sa jeunesse, ce Arthur Fleck. Mais c'est sa mère qui était enfermée à Arkham. En tout cas, son obsession. Ouais. Si tu veux, vas-y, oui. Non, continue. Ok. D'où son obsession, pardon, qui est, on va dire, son délire obsessionnel, qui est de se trouver une famille. Il a sa figure maternelle, qu'il fantasme, ok. À la limite, on ne peut pas faire autrement, je veux dire, c'est notre lot à tous, quelle que soit notre mère. Et il se met à fantasmer complètement une relation père-fils avec ce Murray Franklin, joué par Robert De Niro. Excellent dans le film. Excellent. Bien sûr, mais De Niro... parfois il m'a agacé. Parfois, ouais. Dans les comédies, il m'a énervé. Et il développe vraiment on va dire une psychose obsessionnelle envers Murray Franklin, joué par Robert De Niro, jusqu'à ce que ça devienne extrêmement grave. Mais, on va dire, avant d'en arriver là, il y a des injustices. C'est vraiment là-dessus que je voulais appuyer, parce que ça, ce que je dis, ce que je viens de dire, c'est évident. Vraiment, son obsession envers le personnage de Niro, c'est évident. Mais il est d'abord asocial. Ce qui fait d'abord de lui un sociopathe. Moi, j'y mets une différence. Évidemment, en psychiatrie, tout n'est pas très clair là-dedans non plus. C'est pas grave, moi, j'y vois une différence. Étape par étape, il a d'abord une sociopathie. C'est-à-dire qu'il y a le problème de cette arme qu'on lui met dans la main, qui va l'amener à tuer 3 riches bourgeois de Wayne Enterprise, on en parlera après, mais en légitime défense. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont eu un comportement extrêmement méprisant et qui s'en prenaient à une femme dans le métro. Et lui, il s'interpose, il se fait tabasser, comme d'habitude, et cette fois-ci, il les tue. Il faut revenir à la première scène où il se fait tabasser, c'est la première petite injustice sociale qu'il a beaucoup de mal à digérer. C'est filmé comme ça parce qu'on le filme de plus en plus en gros plan lorsqu'on lui reproche de manière totalement injuste ce qui lui est arrivé alors qu'il est victime. C'est qu'il a une pancarte, il est clown dehors, et il doit juste porter une pancarte publicitaire, et il se fait tabasser par des racas du coin qui juste ont eu envie de jouer avec lui. Ils détruisent la pancarte sur lui et ils le tabassent par terre. Si j'ai bien compris, c'est dans la même ruelle dans laquelle Bruce Wayne, les parents de Bruce Wayne vont se faire tuer plus tard. Ça, on lui reproche. Au lieu d'en être victime de violence, parce qu'il s'est quand même fait agresser, on lui reproche de ne pas avoir rendu la pancarte, et on lui reproche d'avoir volé la pancarte. C'est une première grosse contrariété qu'il a beaucoup de mal à digérer. La mauvaise journée, elle commence là, on va dire. De là, un de ses collègues lui donne une arme en cachette, en secret, pour qu'il se défende. Bon, il utilise cette arme, puisqu'on lui a mis une arme dans la main pour se défendre. Il se défend, voilà, il ne se laisse pas tabasser 2 fois. Après, cette arme, il est grillé avec, parce qu'il va faire un spectacle avec des enfants, et l'arme tombe par terre. Je n'arrive pas à savoir s'il l'a fait exprès ou si c'est complètement accidentel. Non, parce qu'il prétend... c'est peut-être accidentel, effectivement. C'est juste une maladresse de sa part. Il prétend après qu'il rit lorsqu'elle tombe.
Est-ce qu'il avait déjà ce grain de folie auparavant qui Pour fait moi, que oui. de toute façon, pour toi, oui, moi, j'arrive pas d'accord avec ça Pour parce moi, que oui, parce je que vois déjà, pas assez. à la base, il est schizophrène. Ça, on le sent. Parce que il invente, dès le début du film, cette relation Effectivement. avec cette femme. Là, C'est par un petit contre. peu comme. Donc, dès le départ, quand même, il est présenté comme un C'est. schizophrène, pas forcément dangereux, mais voilà, ça va quand même assez loin. Il vit vraiment une histoire d'amour avec cette femme. Je ne sais plus le nom de l'actrice qu'on a vu dans Zazie Deadpool, Beetz dans Deadpool. Deadpool 2. Voilà, mais donc voilà, il vit vraiment une histoire, voilà, et puis Il vit une histoire d'amour alors que c'est juste sa voisine. il y a une séquence assez géniale où il est dans l'appart et la femme lui dit mais qu'est-ce que tu fous là? Alors là, que pendant tout le film, on les a vus et c'est ensemble là avoir une relation. c'est là qu'on comprend qu'il a tout imaginé. imaginé. C'est-à-dire que vraiment le mec il a pas de bol quoi. On s'est dit oh il a quand même une histoire d'amour avec une fille Ça qui peut est le plutôt sauver, bien, et en mais fait, non. ça les met encore plus dedans. Alors cette schizophrénie-là, d'abord il y a donc deux obsessions en même temps, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il s'imagine aussi faire partie du show de Murray Franklin, qui est une parodie de Johnny Carson Show en fait. Il s'imagine sur scène en train d'être remarqué par Robert De Niro, Murray Franklin, au point que Robert De Niro, voilà, quand même on grille quand même parce que ça va un petit peu loin, au point que le personnage de De Niro lui dise tu es le fils que j'aurais aimé être, et puis en public il lui fait un câlin. C'est pour ça que je dis qu'il vraiment il fantasme cette manière obsessionnelle, cette figure paternelle que serait Murray Franklin, mais là déjà il y a une schizophrénie. Parce que on nous montre dans le film comme si c'était possible en fait. Comme si c'était quelque chose qui était déjà arrivé, voilà. Et ça ressemble pour moi beaucoup à Requiem for a Dream. Alors c'est pas Jared Leto, Requiem for a Dream, Jared Leto, un autre Joker, mais c'était Jared Leto dans Requiem for a Dream, mais plutôt donc sa mère, la mère de Jared Leto dans Requiem for a Dream, qui se fantasmait aussi dans un talk show dans lequel il voulait absolument apparaître. La schizophrénie de Arthur Fleck, là aussi, donc vis-à-vis de ses rapports sociaux avec sa voisine, c'est plutôt Fight Club en fait. On pense beaucoup à. Enfin, j'ai lu que ça faisait beaucoup penser à Fight Club. Moi, je n'avais pas pensé à Fight Club, mais effectivement, on peut penser à Fight Club parce que on se rend compte que, comme Edward Norton, quoi, dans Fight Club, qu'au bout d'un moment, Edward Norton et Brad Pitt, c'est qu'une seule et même personne. Pardon, pour ceux qui n'ont pas vu Fight Club, tant pis. Et donc là, il y a déjà une schizophrénie au départ, avant même le premier meurtre en fait. Il y a déjà une schizophrénie, donc déjà une psychose. Mais à partir du moment où il y a un premier meurtre, il faut, au fur et à mesure, il devient psychopathe. Il devient psychopathe, parce que la psychopathie, donc c'est tout en même temps. La psychopathie, c'est asocial, c'est manque d'empathie, indifférence et attention, surtout, ne jamais se sentir responsable de ce qui se passe. Et c'est exactement ce qui est montré à la fin dans le talk show, lorsqu'il est cette fois-ci réellement invité par Murray Franklin et qu'il tient absolument, ça c'est un détail qui a son importance, il n'est pas présenté en tant qu'Arthur Fleck, il est présenté en tant que Joker. Donc sa première apparition publique maquillée, c'est Joker, mention inventée par De Niro. Ouais. C'est De Niro qui dans une blague. C'est un Joker. C'est un Joker. C'est-à-dire un blagueur, un Joker. Voilà. En gros, le personnage de De Niro lui dit c'est quelqu'un qui pense faire le même métier que moi, alors que c'est un Joker. C'est-à-dire il est méprisant quand il dit ça. Donc c'est effectivement, là on a affaire à une personnalité qui est fabriquée par quelqu'un d'autre. Mais comme il est obsessionnel envers lui, il l'accepte, il le prend pour lui. Jusqu'à ce qu'il embrasse complètement sa personnalité de psychopathe. Ce que j'ai trouvé très dérangeant et vraiment subversif pour le coup dans ce film, c'est que moi je trouve que vers la fin, c'est là où on le trouve le plus rationnel. C'est-à-dire qu'au moment du talk show, il a un discours tellement cohérent et rationnel qu'on a l'impression qu'il est vraiment maître de ses actes, il sait exactement ce qu'il fait. Le meurtre de De Niro, il l'a prémédité, c'est pas un grain de folie, c'est vraiment une vengeance. Il fait pas ça par folie, c'est vraiment de la vengeance. Et j'ai l'impression, c'est l'impression que ça donne. Je l'ai trouvé moins fou
que au début du film. C'est-à-dire C'est ça qui est dingue. Et c'est là on peut basculer vers le discours politique, c'est que là, il fait carrément une déclaration politique. Mais alors, d'un côté, c'est sa psychopathie qui le rend totalement irresponsable, c'est-à-dire, il dit c'est pas de ma faute, c'est la société qui m'a fait comme ça. Bon, c'est un discours classique, hein. Mais en même temps, il est extrêmement lucide. Parce que oui, pendant tout le film, c'est exactement ça qu'on nous a montré. Ce qui est complètement oublié par les médias et par Thomas Wayne qui vient parader dans une interview en se posant comme Thomas sauveur, Wayne, pour ceux qui sont vraiment pas, qui sont pas assez, c'est le père de Oui. Bruce Wayne. Hein. Thomas Wayne, c'est le père de Batman. Ouais, Hein, le père de voilà. Batman. Et donc Thomas Wayne se pose en sauveur de Gotham, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui méprise complètement le peuple et la population au point de lorsque Arthur Fleck le confronte hein, dans les toilettes, il se prend un pain, Thomas Wayne lui met un pain. Thomas Wayne, lui non plus, n'a aucune empathie. Je veux dire, il est richissime, mais lui aussi, hein, il peut être parfaitement sociopathe et psychopathe en réalité, ce Thomas Wayne. C'est comme ça qu'on nous le montre dans ce film-là, c'est-à-dire que c'est un menteur méprisable et méprisant en fait. Donc, effectivement, à la fin, lorsqu'il apparaît en tant que Joker, clown, dans l'émission, son discours est un discours très raisonné et parfaitement lucide et exact. Faut pas oublier que les trois yuppies, là, les trois comment on veut dire ça, on pourrait dire des traders, si on était à New York, ils viendraient de Wall Street, mais on les présente comme étant des Wayne Enterprise, c'est trois costards cravates qui se mettent à tabasser les gens dans le train pour s'amuser, à la façon d'Orange Mécanique hein, d'ailleurs aussi, hein, j'ai pensé à ça aussi, hein. C'est eux qui le tuent, quoi. Et ils le tuent, je veux dire, à aucun moment les journalistes, ou même Murray Franklin de Niro ne présente ces trois odieux costards-cravates comme étant les agresseurs, quoi. Non, c'est des victimes, ils se sont fait tirer dessus. Donc c'est ça aussi, cette énorme contrariété cette énorme injustice hein, sociale. Pourquoi ? Parce que clairement, je veux dire, le statut social de ce personnage, d'Arthur Fleck, c'est juste ferme ta gueule. Quoi que tu as à dire, on t'écoute pas, on te méprise. Thomas Wayne, lui, il peut parader et dire ce qu'il veut à la télévision, quoi. Donc c'est tout ça qui pèse complètement sur le personnage d'Arthur Fleck, qui fait qu'à la fin, Travis Bickle, il prend son flingue, il tue une balle dans la tête. Et donc à la fin du film, ça débouche vers une insurrection. Maintenant, pourquoi, malgré que les influences d'Alan Moore soient parfaitement avouées, pourquoi c'est pas V pour Vendetta ? Parce que dans V pour Vendetta, alors c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est la même chose parce que dans V pour Vendetta, ils ont des masques et c'est un homme qui crée une insurrection. Le problème, c'est que dans V pour Vendetta, d'abord c'est vrai, hein, c'est l'histoire de Guy Fawkes, c'est bon, maintenant tout le monde l'a compris, hein, les Anonymous ont récupéré son masque. C'était comment ça s'appelait, la révolution des poudres, il me semble. Donc au XVIIe siècle, Guy Fawkes voulait détruire le Parlement anglais. C'est-à-dire qu'il s'en prenait à l'État. Il s'en prenait au pouvoir étatique en foutant une bombe pour raser ces gens-là. Il ne s'agissait pas de s'en prendre aux riches, mais juste à l'État. Ça, c'est de l'anarchisme. C'est-à-dire l'anarchisme, c'est se débarrasser de l'État pour se débrouiller soi-même, sans les politicards. V pour Vendetta, c'est plus ça. On est vraiment dans cet anarchisme-là. Joker, ce qui met le feu aux poudres, c'est que la population a vu dans ce meurtre dans le métro autrement que ce qu'on dépeigne les médias. C'est-à-dire que les gens ont bien compris que c'était eux les agresseurs. Pendant tout le film, on a quand même cette grève des éboueurs, qui est quand même grave. Ça arrive très régulièrement en Italie, donc c'est arrivé à New York, là on nous montre que ça arrive à Gotham. Ça donne une ambiance qui est une ambiance de pourri, quoi. Je veux dire, il y a un travail en amont qui devrait être fait. Je veux dire, les riches
ne partagent plus les richesses au point de ne même plus payer les éboueurs. C'est ça qui est ressenti dans le film, Joker. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que son psychiatre, il ne la voit plus. Le budget est coupé, ce qui fait qu'il ne verra plus sa psychiatre. Qui coupe les budgets ? C'est pas la psy qui a décidé de ne plus se payer. Le budget est coupé, ce qui fait que le Joker, Arthur Fleck, n'est plus suivi en psychiatrie. Alors, bien sûr, il avait déjà ce grain de folie qui était là présent au départ, psychiatre ou pas. Mais on nous montre bien que les budgets sont coupés dans cette société-là, dans ce qu'on nous montre sur Gotham. Donc, l'insurrection qui vient à la fin, ce n'est rien d'autre que ça, une insurrection, pas une révolution anarchiste. C'est-à-dire que ce que veulent, ce que veulent les gens dans la rue, en tout cas dans ce qu'on nous montre dans le film tel qu'il est là, c'est on veut une part du gâteau. Voilà, partager les richesses, la théorie du ruissellement, quoi. En fait, le keynésianisme. Donc c'est plus un film sur l'insurrection insurrectionnelle, c'est pas un film sur l'anarchisme. C'est pas un film anarchiste. L'anarchie, c'est abat l'État, abat le pouvoir et abat le salariat. On veut plus d'argent. On se débrouille sans rien de tout ça. On revient aux bases. Est-ce qu'on peut dire, parce qu'il y en a qui l'ont récupéré, il faut dire que le film a pas mal de problèmes, il a été récupéré politiquement. D'abord, il y a deux polémiques dans ce film, c'est que, mais ça c'est une connerie, que le film va justement pousser des gens à prendre des armes et justement à pousser à l'insurrection. On l'avait même déjà dit à l'époque pour Taxi Driver. Bon, ça c'est une connerie, on va pas en parler. C'est pas parce que c'est un film, voilà, non, c'est ridicule. On va même pas polémiquer là-dessus. C'est pas parce que des fous se prennent pour Napoléon que c'est à cause de Napoléon, quoi. Donc ça, mais aux États-Unis, ils en parlent, et c'est pour ça que certaines critiques n'ont pas aimé le film, en tout cas, ou alors ils prennent ça comme excuse, je ne sais pas. Et voilà, en France, certains disent que ça pourrait être un film gilet jaune. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Wow, les gilets jaunes, il y a ce qui est rapporté médiatiquement et il y a ce qui se dit dans la rue. C'est pas la même chose. La revendication gilet jaune, c'est bel et bien à bas le pouvoir. On veut plus de Macron, ni de personne d'autre. Donc pour toi, c'est de l'anarchie. Au départ, ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans les discussions politiques, dans les ronds-points, c'est de réécrire soi-même, nous-mêmes, la population, la Constitution, sans avoir besoin des politiques et se débrouiller sans eux. La revendication première des Gilets jaunes, c'est virer Macron. Parce que c'est l'Argoudot qui fait déborder le vase, Macron. Bon. Mais c'est ce qui est ressenti par tout le monde, c'est qu'effectivement, les Gilets jaunes, c'est aussi, on veut une part du gâteau. Comme si c'était juste des mouvements de grève, comme ça. C'est comme ça que c'est rapporté, en tout cas. Donc il y a les deux, en fait, dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est entre deux. Est-ce que ce film-là peut représenter le mouvement Gilets jaunes ? Par contre, moi, je pense que si ce film-là a du succès, c'est que, je suis désolé, mais les Gilets jaunes, c'est pas qu'en France. Il ne faut pas oublier que c'est partout en Europe qu'il y a des gens qui ont abordé des Gilets jaunes et qui sont venus à manifester. C'est des milliers et des milliers de personnes partout en Europe. C'est un ressenti partagé par de plus en plus de personnes dans la population pauvre. On va dire c'est jusqu'à la dictature du prolétariat, c'est-à-dire le moment où le prolétariat, qui est juste la population, se met à prendre enfin le pouvoir. Bon, ça c'est le grand square ultime, on n'en est pas encore là. Mais voilà, justement, on n'est pas encore là. Donc c'est pas encore un film gilet jaune, c'est en entre-deux, quoi. C'est un film plutôt insurrectionnel. Alors attention, c'est dans l'état actuel du film. Il manque, paraît-il, une demi-heure au film. Voilà, il manque. Est-ce que dans le film à la base devait durer, en tout cas ce qui a été rapporté, 2h35. Vu le succès du film, on peut imaginer qu'il va ressortir une version Blu-ray avec ses 30 minutes supplémentaires. On va dire la version Director's Cut, c'est à la mode. Donc, vu le succès du film, ça ne m'étonnerait pas qu'on va voir ça dans 6 mois, 1 an. Mais voilà, il y a 35 minutes de plus. Pour le moment, on ne sait pas quoi exactement. Mais voilà, il devrait avoir une demi-heure de plus.
En tout cas, Voilà. comme vous avez pu le remarquer, c'est un film d'une richesse extraordinaire. Comment imaginer qu'un film qui s'appelle Le Joker peut être riche à ce point-là? Et encore, on n'a pas tout dit, on a décidé d'être là, d'être plus synthétique que d'habitude. Nous, dites-nous dans les commentaires si, voilà, si vous pensez qu'on a oublié des choses, si la partie... Est-ce que pour vous c'est un film anarchiste ou pas? Dites-nous dans les commentaires, ça nous intéresse énormément de vous lire. Partagez la vidéo en masse, car le partage, non seulement c'est la vie, mais c'est très bon pour le référencement. N'oubliez pas que c'est grâce uniquement au partage et au pouce bleu que vous mettez à la vidéo qu'on va sortir, on l'espère, du lot. Donc, eh bien, la balle est vraiment dans votre camp, n'oubliez pas. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas louper la prochaine. La prochaine vidéo, je tease déjà, ce sera une spéciale Halloween comme chaque année. Et on vous dit à une prochaine fois. Allez, bye!